La pièce se figea au moment où ces mots tranchèrent l'air éclairé par les bougies. 30 invités, vêtus de smoking et de robes de soirée, s'arrêtèrent au milieu de leur bouchée, leurs fourchettes suspendues au-dessus des assiettes en cristal, tandis que la lumière du lustre scintillait sur les verres à pied. Mes oreilles bourdonnaient, non pas du tintement de l'argenterie, mais de la morsure dans sa voix. L'armée ramasse les ordures dans les rues et les met en uniforme. Tu es une ordure dans une robe empruntée. Je restais assise là, fixant à travers la longue table en acajou le général Richard Blackwell, retraité 4 étoiles, maintenant le PDG imposant de Blackwell Industries, son doigt pointé vers moi comme une arme. Son regard était d'acier froid, ses mots une balle tirée avec une précision délibérée. Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quel calme de champ de bataille que j'avais connu. Je m'appelle le capitaine Rachel Donovan. J'ai 32 ans. Je suis officier de logistique dans l'armée des États-Unis. Et j'ai passé des années à déplacer des fournitures et des soldats à travers des zones de guerre en Afghanistan, où les routes n'étaient que poussière et feu. Je pensais avoir été endurci par le combat. Je pensais que rien ne pouvait m'ébranler après des nuits passées à écouter les mortiers tomber dans l'obscurité. Pourtant, ici, sous les lustres et les arches de marbre, entouré non pas d'ennemis armés de fusils, mais de financiers en tuxedos, je ressentis quelque chose de plus froid, une humiliation conçue pour me briser. David, assis à mes côtés, se leva à moitié de sa chaise, ses yeux bleus, habituellement calmes, brûlaient maintenant de fureur. Je pressai ma main contre son poignet sous la table, ferme, mais assurée, lui signalant de rester assis. Ce n'était pas son combat à mener. Mon silence n'était pas de la faiblesse, c'était de la discipline. La même discipline qui m'avait gardé en vie quand le chaos rugissait autour de moi. Les invités se tortillaient mal à l'aise, les yeux passant de Richard à moi. Certains baissaient le regard vers leurs assiettes, refusant d'assister à une exécution publique. D'autres se penchaient en avant avec une curiosité morbide, comme les gens le font devant un accident de voiture. Incapables de détourner les yeux, je pouvais presque entendre la question muette qui traversait leurs esprits. La soldate allait-elle craquer? Allait-elle fuir? Ou allait-elle riposter? En moi, deux courants se heurtaient. L'un était la brûlure familière de la colère, la même chaleur qui montait quand un officier supérieur doutait de ma place dans une unité dominée par les hommes. L'autre était la retenue glacée inculquée par des années de commandement. Mon cœur battait contre les os de ma poitrine, mais mon visage restait impassible. Je laissais mes yeux parcourir la longueur de la table, poli comme un miroir, avec des roses arrangées avec une précision chirurgicale, des serviteurs figés sur place avec des plateaux à moitié baissés. La scène était absurde dans son opulence, presque grotesque, comparée aux tentes tachées de poussière et aux tasses en étain que j'avais partagées avec des soldats qui seraient morts pour moi. Et voilà que j'étais traitée d'ordure par un homme qui n'avait jamais vu un champ de bataille, sauf depuis le confort de sa salle de réunion. Le lustre au-dessus oscillait légèrement, ou peut-être était-ce juste ma vision qui vacillait sous le poids de chaque regard qui m'oppressait. Mais je ne sciais pas. Ma formation m'avait appris que le silence pouvait être un bouclier, que l'immobilité pouvait détenir plus de pouvoir que la fureur. Je saisis le pied de mon verre d'eau, le levai lentement, délibérément, et pris une gorgée mesurée. À cet instant, le silence était à moi. Le poids des mots de Richard Blackwell résonnait encore dans ma poitrine. Mais tandis que je stabilisais ma respiration, mon esprit me ramena au moment qui m'avait amené ici en premier lieu, au premier moment où j'avais rencontré son fils. C'était 6 mois plus tôt, lors d'un symposium sur la logistique militaire à Arlington. On m'avait demandé de donner un briefing sur les chaînes d'approvisionnement avancées et les zones de combat, un sujet qui attirait rarement beaucoup d'attention en dehors de l'armée. Je me tenais au podium dans mon uniforme de classe A, rubans et médailles bien alignés sur ma poitrine. Mes cheveux noués en un chignon serré, ma voix était stable, tranchante avec de la discipline, tandis que je décrivais le processus épuisant de déplacer du carburant et de la nourriture à travers un terrain défoncé sous une menace constante. La plupart du public, un mélange d'entrepreneurs de défense et d'officiers militaires, écoutait avec un détachement poli, mais je remarquai un homme près du front, ses yeux fixés, ne dérivant pas vers son téléphone, ne se voilant pas d'ennui. Il était grand, élégamment vêtu, mais sans l'arrogance que j'avais appris à attendre des cadres civils. Il écoutait comme si mes mots comptaient. Quand la session se termina, alors que les gens se dirigeaient vers les tables à café, il s'avança. « Capitaine Donovan, dit-il en tendant la main, je m'appelle David Blackwell.
Vous m'avez fait croire à nouveau à l'intégrité dans un monde où la plupart des choses ne sont que des chiffres et des marges. Son nom de famille ne signifiait rien pour moi à ce moment-là. Je ne vis que de la sincérité dans son ton, une sorte d'admiration tranquille qui me prit au dépourvu. J'étais habituée à être respectée pour mon efficacité, pour ma dureté, mais pas pour la vérité. Ce qui suivit n'était pas grandiose ni cinématographique. C'était du café à la cantine quand j'étais sur la base, de courtes promenades à l'extérieur du Pentagone quand il était en ville, pour des réunions. Des rires qui semblaient presque étrangers après des années en zone de guerre. Il n'essaya jamais de m'impressionner avec de l'argent ou des connexions. Il me posa des questions sur des convois qui étaient tombés en panne dans le désert, sur des soldats qui partageaient une cigarette sous un ciel illuminé par des traçantes. Il voulait savoir à quoi ressemblait la résilience. Non pas en chiffres sur une page, mais dans la vie des gens avec qui je servais. Le contraste entre nous était indéniable. Moi avec du sable encore dans mes bottes, lui avec des chaussures polies comme des miroirs. Pourtant, sous ces différences, il y avait un pont, sa faim pour quelque chose de réel et ma confiance prudente que peut-être quelqu'un de son monde pouvait comprendre le mien. Ce pont nous mena ici, dans cette salle à manger au lustre et au marbre, où le poids du dédain de son père testait maintenant s'il pouvait tenir. Ce pont entre nos mondes se renforça avec chaque semaine qui passait. Mais il fut mis à l'épreuve la nuit où David s'arrêta pendant le dîner dans mon appartement, un simple repas à emporter équilibré sur ma table de cuisine usée. Il s'éclaircit la gorge, ses yeux traçant le bord de son verre avant de se lever pour rencontrer les miens. Ma famille organise une gala le mois prochain, dit-il doucement. 70 ans de Blackwell Industries. C'est au domaine. Je veux que tu sois là avec moi. Les mots s'installèrent pesamment entre nous. Pour lui, c'était une invitation. Pour moi, c'était une convocation en territoire étranger. J'avais porté des treillis du désert tachés de poussière et de sueur. J'avais été dans des convois blindés sous des cieux en feu, mais je n'avais jamais mis les pieds dans une salle de bal remplie d'hommes et de femmes nés dans une richesse plus vieille que moi. Mon silence s'étira jusqu'à ce que je exhale enfin. David, j'ai passé ma vie en uniforme. Pas en soi, je n'y appartiendrai pas. Il tendit la main à travers la table, couvrant la mienne de la sienne. Tu appartiens avec moi? C'est tout ce qui compte. Pourtant, le doute me rongeait. Je me confiais au lieutenant Maria Torres, ma plus proche amie de l'armée. Autour d'un café à la base le lendemain matin, elle rit, avec une pointe tranchante dans la voix. Rachel, tu as traversé des champs de mines à Kandahar. Tu peux gérer des flûtes à champagne à Washington. Ne laisse pas les lustres des riches t'effrayer. Plus tard, un appel de ma sœur Angela apporta une rassurance plus stable. Sa voix portait le poids de quelqu'un qui m'avait vu lutter, qui avait raccommodé les trous de notre enfance quand notre père était parti. Tu ne te représentes pas seulement toi-même, me rappela-t-elle. Tu portes l'honneur de chaque soldat qui a été à tes côtés. N'oublie jamais que tu es assez tel que tu es. La nuit du gala, je me tins devant le miroir, non pas en tenue de parade, mais dans une robe empruntée de bleu nuit, simple et discrète. Mes doigts s'attardèrent sur la petite agrafe en argent épinglée près de ma clavicule. Ma médaille pour bravoure polie jusqu'à un éclat discret, c'était mon encre. Un rappel que sous le tissu de soie battait le même cœur qui avait traversé le feu et était revenu. Quand David arriva pour me chercher, l'émerveillement dans ses yeux apaisa la tension dans ma poitrine. « Tu es époustouflante » murmura-t-il. Mais alors que la voiture tournait dans l'allée bordée de chênes du domaine Blackwell, je sus que la beauté seule ne me protégerait pas de ce qui m'attendait à l'intérieur. Plus nous nous approchions du domaine, plus le nœud dans mon estomac se serrait. À travers la vitre de la voiture, je vis le manoir Blackwell s'élever de la nuit comme une forteresse. Des murs de pierre surplombaient des pelouses manucurées. Des drapeaux portant les armoiries de la famille ondulaient contre le ciel sombre, et des gardes en uniforme de cérémonie se tenaient rigides aux portes. Cela ressemblait moins à arriver à une célébration qu'à franchir en territoire ennemi. À l'intérieur, l'opulence me frappa en premier. Le grand escalier s'élevant comme dans un vieux film, des lustres dégoulinants de cristal, des portraits d'ancêtres, au visage austère, scrutant chaque invité qui traversait les sols de marbre. L'air sentait le bois poli et le parfum coûteux. Pendant un moment, je me stabilisais comme avant de mettre le pied sur un champ de bataille. Inspirer, expirer, épaules redressées, aux côtés de David. Je fus rapidement entraînée dans le cercle de sa mère, Eleanor Blackwell. Elle se pencha avec un sourire si parfaitement pratiqué qu'il semblait taillé dans la glace. Sa voix, douce mais tranchante. «
glissa à mon oreille. Comme c'est inhabituel, une femme en uniforme à un gala. Le sourire n'atteignit jamais ses yeux. Je rendis la courtoisie, ma poignée de main ferme. Mais le froid persista. Avant que le froid ne s'installe trop profondément, une autre figure perça, la sœur cadette, Sophia Blackwell. Son entrée était l'opposé de la retenue de sa mère, vibrante, sans excuse. Son rire assez fort pour tourner les têtes. Elle serra ma main chaleureusement. Enfin, quelqu'un de réel dans ce mausolée, murmura-t-elle, les yeux pétillants de malice. Ne les laisse pas t'ennuyer à mort. Au fur et à mesure que la soirée avançait, des murmures commencèrent à se tisser à travers la salle, comme de la fumée. J'en attrapais des fragments. Elle n'est qu'une soldate. David aurait pu choisir n'importe qui. Imaginez amener quelqu'un comme elle ici. Leur voix était douce, mais l'intention était tranchante, destinée à percer sans laisser de cicatrices visibles. Pourtant, la formation m'avait appris à ne pas tressaillir sous le regard. Je gardais ma respiration régulière, mais pas mesurée, mon expression calme. Mais j'observais tout. Le mouvement d'un sourcil levé, le changement de posture, la façon dont les conversations s'arrêtaient. Quand j'entrais dans un cercle, cela me rappelait des patrouilles dans des villages hostiles, pas de tir ouvert, seulement une hostilité muette. On apprend à survivre en lisant la pièce avant que la pièce ne décide de votre sort. Et ainsi, je me tenais là dans une robe au lieu d'un camouflage et des talons au lieu de bottes, me portant avec la même composure que j'avais portée en uniforme. S'ils ne voyaient qu'une soldate inapte à leur monde, c'était bien. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'était l'acier sous la soie. Les murmures avaient été assez tranchants, mais ils n'étaient rien comparé à ce qui vint quand Richard Blackwell posa enfin son regard sur moi. Jusque-là, il avait circulé dans la pièce comme un prédateur, serrant des mains, échangeant des histoires de pouvoir et de profit. Mais une fois assis pour le dîner, il tourna toute son attention vers moi et l'air sembla se resserrer. Sa voix trancha à travers le tintement de l'argenterie. Donc, capitaine Donovan, d'où venez-vous exactement? Je posai ma fourchette doucement, ma posture immobile. De l'Ohio, monsieur. Une petite ville près de Dayton. Un léger rictus tira sa bouche. Et vos parents, que faisaient-ils? Sûrement rien de conséquent? Ma mère nous a élevés après le départ de mon père, dis-je calmement. Elle travaillait dans le commerce de détail. Tout ce qu'il fallait. Il se pencha en arrière, savourant le malaise qu'il supposait que je ressentais. Des emplois de service aux emplois de service, des générations de médiocrité. Son gloussement était bas, calculé. J'inspirais lentement et régulièrement, me rappelant les exercices qui nous apprenaient à rester immobiles sous le feu. Elle m'a donné la force de servir mon pays. Je considère cela loin de la médiocrité. La table devint silencieuse, la tension oscillant entre nous. La main de David se resserra autour de son verre, sa mâchoire crispée. Mais il ne dit rien encore. Les yeux de Richard scintillèrent d'un amusement froid. Et l'armée? Oui, ils prennent n'importe qui, n'est-ce pas? Même ceux sans autre chemin. Un muscle de ma mâchoire tressaillit. Mais ma voix resta calme. L'armée prend ceux qui sont prêts à se sacrifier. C'est un choix, pas un échec. Pendant un moment, je pensais que cela pourrait suffire. Mais il n'avait pas fini. Il se pencha en avant, sa voix s'élevant juste assez pour que tous les 30 invités entendent. Ne faisons pas semblant. Capitaine, vous n'êtes rien d'autre que de l'ordure de rue en uniforme. Une ordure dans une robe empruntée, et vous ne ferez jamais, jamais partie de cette famille. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme de la fumée, après une explosion. Les fourchettes s'arrêtèrent à mi-chemin, les verres se figèrent à mi-chemin des lèvres. De l'autre côté de la table, la bouche de Sophia s'ouvrit en choc, son visage pâle sous la lumière du lustre. David repoussa sa chaise avec un grattement violent, se levant à moitié, la fureur irradiant de lui. Mais je pressai ma main légèrement sur son bras, l'ancrant à son siège. Le silence qui suivit fut insupportable pour certains. Ils se tortillaient, s'éclaircissaient la gorge, étudiaient le linge. Mais pour moi, il était familier. J'avais vécu dans des silences comme celui-ci auparavant. Lors de nuits où le monde attendait de voir si vous alliez craquer, et je ne craquerais pas. Le silence après l'insulte finale de Richard pesait comme une couverture lestée, suffocante, attendant que je m'effondre sous elle. Mais j'avais vécu des silences plus lourds, des silences brisés par des tirs, par le claquement de mortiers sur des cieux désertiques. Celui-ci, drapé de cristal et de lumière de bougie, n'était rien que je ne pouvais supporter. Je me levai lentement de ma chaise, pas avec rage, pas avec des mains tremblantes,
Mais avec la stabilité délibérée d'une soldate répondant à l'appel, ma voix, quand elle vint, portait l'autorité tranchante du commandement, Général Blackwell. Vous vous trompez si vous croyez que l'humiliation me fera reculer. Le frisson à travers la table fut immédiat. Invité se tortillant, yeux s'écarquillant, comme s'il ne s'attendait pas à ce que je parle du tout. Richard se pencha en arrière, son sourire suffisant, certain que tout ce que je dirais ne ferait que m'exposer davantage, mais je n'étais pas là sans armes. Pendant des années, j'avais porté le titre d'officier de logistique, déplaçant des fournitures et des hommes à travers le feu, ce que peu savaient, ce que personne dans cette pièce ne comprenait encore, c'était que j'avais aussi servi une mission parallèle. J'avais été détaché à l'unité d'enquête spéciale du Pentagone, chargé de traquer la corruption qui mettait en danger la vie des soldats. De la petite pochette à mes côtés, je sortis un disque dur noir mat scellé dans un boîtier militaire inviolable. Je le posai sur la nappe de lin avec une finalité tranquille. Comme on poserait une arme de poing sur le sol, preuve à la fois de retenue et de pouvoir. Ceci, dis-je calmement, contient la documentation des contrats de Blackwell Industries. Pots de vin à des officiels étrangers, rapports falsifiés sur les armes, négligence délibérée des normes de sécurité qui mettaient en danger les troupes américaines. Un murmure bas parcourut la table. Un homme toussa. Un autre posa son verre avec un tremblement. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent, son visage un mélange de choc et d'admiration réticente. Le teint de Richard changea, se vidant de couleur avant de rougir d'une bouffée de colère. Accusation sans fondement, cracha-t-il. Bien que ses jointures blanchissent autour de sa fourchette, je l'ignorais. Glissant mon téléphone de la pochette, je tapais une séquence avec la mémoire musculaire née de la pratique. Quelque part au-delà des portes, le lieutenant Maria Torres reçut mon message codé. Feu vert. Cela signifiait que les preuves que j'avais protégées étaient maintenant entre les mains fédérales. FBI, DOJ, les agences que Richard avait autrefois cru être ses outils. Je levai mon regard vers lui, stable, inébranlable. Vous m'avez appelé ordure en uniforme. Mais ce soir, général, l'uniforme parle plus fort que vous ne le ferez jamais. Au moment où l'aube se leva, les conséquences de cette nuit s'étaient déjà propagées bien au-delà des lustres du domaine Blackwell. Mon téléphone s'alluma avec des alertes, des titres défilant plus vite que je ne pouvais les lire. Enquête fédérale, cible Blackwell Industries, géant de la défense accusé de fraude et de corruption. À midi, les actions de la société avaient chuté comme une pierre dans l'eau, et des caméras campaient devant le manoir. Richard Blackwell n'était plus le général commandant de la pièce. Il était un homme sous inculpation. Eleanor, sa femme, s'accrochait à la dignité, comme on s'accroche à un navire qui coule. Mais même elle détourna son visage de son fils quand les reporters crièrent des questions. L'empire qui avait autrefois été intouchable tremblait maintenant sur ses fondations, et au milieu de tout cela, il y avait David. Il vint me voir ce matin-là, les yeux injectés de sang, la mâchoire tendue par l'insomnie. Il m'aimait. Je le voyais dans la façon dont il me regardait. Mais la trahison persistait dans sa voix. Tu savais, dit-il. Pas accusateur, pas criant, mais avec la dévastation tranquille de quelqu'un debout sur un sol fissuré. Tu as porté cette enquête pendant que je m'asseyais à tes côtés? Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Je n'avais pas de défense, sauf la vérité. Parce que ce n'était pas seulement à propos de nous, des vies de soldats étaient en jeu. Je ne pouvais pas risquer de compromettre. Il détourna le regard, les mains tremblantes, et en les sauvant, tu as brisé quelque chose entre nous? Les mots s'enfoncèrent profondément. Je voulais tendre la main vers lui, mais la discipline me retint. Plus tard ce jour-là, je me tins devant le colonel James O'Connor. Mon commandant, il avait été briefé sur l'issue de l'opération, sur la tempête que j'avais déclenchée. Son expression n'était ni célébratoire ni condamnante. C'était le visage d'un homme qui avait vu des choix difficiles et connaissait leurs coûts. Tu as choisi l'honneur plutôt que le confort, dit-il platement. Cette décision a peut-être sauvé des milliers à long terme. Ne confonds pas la solitude que tu ressens maintenant avec du regret. C'est le prix de faire ce que la plupart des gens ont trop peur de faire. Ces mots auraient dû me stabiliser, mais en quittant son bureau, le creux douloureux en moi grandit. J'avais exposé la corruption, respecté mon serment, porté l'uniforme avec intégrité. Pourtant, quand le bruit du devoir s'estompa, tout ce qui restait était l'image des yeux de David, déchirés entre amour et trahison, et dans le silence, une question que je ne pouvais pas faire taire.
Avais-je perdu l'homme que j'aimais pour garder la soldate que j'avais juré d'être? Les semaines qui suivirent se déroulèrent comme un front de tempête. Bruyant, implacable, impossible à ignorer. L'empire de Richard Blackwell se défit en temps réel, les tribunaux le dépouillèrent de titres qu'il avait autrefois portés comme une armure, les procureurs fédéraux exposèrent les preuves pièce par pièce. Et chaque titre portait son nom à côté de mots qu'il avait autrefois pensé réservés aux autres: fraude, corruption, treason. Eleanor resta à ses côtés, sa posture toujours royale, son silence un mur de déni. Elle s'accrochait à lui comme si la loyauté pouvait effacer la vérité. Mais Sophia ne le fit pas. Un soir, elle apparut à la porte de mon appartement, cheveux ébouriffés, yeux fatigués mais brûlants de conviction. « Tu as fait ce que aucun de nous ne pouvait », dit-elle simplement. « Tu t'es opposé à lui et tu n'as pas craqué ?» Dans ces mots, j'entendis non seulement de l'admiration, mais le faible bruit de chaînes se desserrant. Les siennes, et peut-être les miennes, aussi. L'armée reconnut ma part dans l'enquête avec une commendation que j'acceptai tranquillement en uniforme, sous des lumières fluorescentes au lieu de lustres. La médaille était fraîche contre ma poitrine, mais l'honneur n'était pas dans le ruban. C'était pour les vies épargnées, les soldats qui ne sauraient jamais le danger qu'ils avaient évité, parce que la corruption avait été traînée à la lumière. Et puis il y avait David. Il garda ses distances pendant ses premiers jours brutaux, reconstruisant l'héritage de son père à ses propres termes. Quand il vint enfin, son visage portait l'épuisement, mais sa voix était stable. J'ai examiné les dossiers moi-même, admit-il. Mon père a trahi ce pays. Tu ne m'as pas trahi? Tu as respecté le vœu que tu as prêté, même quand cela t'a coûté tout? Je scrutai ses yeux, méfiante de l'espoir. Mais alors il dit doucement: Si tu veux bien de moi, je veux reconstruire avec honnêteté cette fois. Quelque chose en moi se libéra alors. Non avec des feux d'artifice, mais avec la force tranquille d'une soldate posant son sac après une longue marche. L'amour, comme le devoir, était lourd. Mais peut-être était-ce un poids qui valait la peine d'être porté ensemble. En regardant en arrière maintenant, je vois la nuit à cette table de dîner, non comme mon point de rupture, mais comme mon creuset. Dans l'armée, j'ai appris que les ennemis ne portent pas toujours des fusils. Parfois, ils sont assis en face de vous au dîner, avec de l'argenterie polie en main, et quand il m'a appelé ordure, j'ai découvert la vérité. Je n'étais jamais une ordure. J'étais de l'acier, et à la fin, la vérité était la seule arme dont j'avais besoin. Et vous, avez-vous déjà affronté un moment où quelqu'un vous a sous-estimé pour découvrir votre vraie force? J'aimerais entendre vos pensées et sentiments dans les commentaires. Et dites-nous d'où dans le monde vous regardez. Cela nous étonne toujours de voir jusqu'où ces histoires voyagent. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à Rêve de Vengeance et de rejoindre notre communauté grandissante.